Bonjour, je suis le docteur Marion Douot, médecin infectiologue. J'exerce notamment au centre de vaccination internationale du CHU de Nantes. Comment déterminer les vaccinations nécessaires aux voyageurs qui seront en Amérique du Sud? Pour tout voyage en Amérique du Sud, et en premier lieu, c'est de faire le point sur les recommandations vaccinales du calendrier français, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. En deuxième lieu, c'est de voir s'il y a une recommandation, voire une obligation de la vaccination contre la fièvre jaune, qui nécessitera une consultation en centre de vaccination internationale. Et puis, troisièmement, c'est de faire le point sur le type de voyage, sur le lieu du voyage et sur le patient lui-même pour évaluer le risque et donc adapter ses conseils. Globalement, les vaccinations qu'on va proposer en plus que celles habituellement recommandées liées au voyage sont la vaccination contre l'hépatite A, la vaccination contre la rage, la vaccination contre la typhoïde et celle contre la tuberculose. La vaccination hépatite A, pour tout type de voyage et tout type de patient, c'est une vaccination qui va être globalement très systématiquement recommandée. Et puis, il faudra aussi faire le point sur le risque du paludisme. En prenant l'exemple d'un homme de 45 ans qui part en voyage organisé au Brésil pendant 15 jours. Il est prévu qu'il séjourne principalement à Sao Paulo, mais une excursion en forêt amazonienne dans la zone ouest de 2 jours est prévue également, avec une nuitée sur place en maison. Il me pose la question de la chimioprophylaxie antipaludéenne. Dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un séjour qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire un séjour de moins de 1 mois, avec une nuitée en milieu extérieur certes, mais dans des conditions de logement tout à fait satisfaisantes, et avec le reste du séjour qui se passe en milieu urbain. Et donc, quand on évalue la balance bénéfice-risque de la prescription d'une chimioprophylaxie antipaludéenne dans cette zone-là, elle est en défaveur, et donc on insistera dans ce cadre-là sur les mesures de protection personnelle antivectorielle, que sont l'application de répulsifs cutanés, les nuitées sous moustiquaire, ainsi que le port de vêtements. Il faut savoir qu'il existe du paludisme en Amérique du Sud. Ce risque, il est de 1 pour 100 000 voyageurs par mois d'exposition. C'est un risque qui est quand même 1000 fois moins important que le même voyage, mais en Afrique subsaharienne en comparaison. Et dans ce type de palu en Amérique du Sud, on a principalement des espèces à vivax qui sont rarement responsables de formes graves. En Amérique du Sud, globalement, les régions qui sont à risque de paludisme sont la région amazonienne. Attention aussi au Venezuela, où actuellement, avec l'instabilité politique, on a une levée des politiques de démoustication et donc une augmentation de l'incidence du paludisme. Donc globalement, évaluer ou non la prescription de la chimio-prophylaxie antipaludéenne et évidemment appuyer sur les mesures de lutte de protection personnelle antivectorielle. Si je prends l'exemple d'un militaire de 22 ans qui part en mission en Guyane, il a comme objectif de traquer les orpailleurs des sites illégaux, donc il dormira en hamac dans des carbets en forêt amazonienne. Est-ce qu'il faut que je lui propose une chimioprophylaxie antipaludéenne? Alors oui, là en effet typiquement c'est le cas d'un patient pour lequel il faut lui proposer la chimioprophylaxie antipaludéenne, soit par doxycycline, soit par atovaquone proganil, en prenant en compte la disponibilité aussi de la molécule en pharmacie. On est dans le cadre d'un voyage avec un lieu qui est très à risque et avec une exposition, notamment la nuit, sans protection majeure, qui est très importante. Un jeune couple décide de partir faire un périple en vélo, plusieurs mois. Ils vont traverser différents pays comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, puis le Chili. Sur quelle vaccination est-ce qu'il faut que j'insiste? Alors, les voyages itinérants, que ce soit en vélo comme ce jeune couple ou à pied, sont des voyages qui sont particulièrement à risque. Pourquoi? Parce que c'est souvent des longues durées de voyage, parce qu'il y a une exposition au milieu extérieur qui est assez importante, et puis quelquefois des logements qui peuvent être assez précaires. Alors, à contrario, c'est aussi souvent des patients jeunes qui n'ont pas de comorbidité. Et donc, dans le cadre de ce couple, en effet, les vaccinations à leur proposer sont évidemment la fièvre jaune au vu des pays traversés, l'hépatite A encore et toujours, la typhoïde aussi parce qu'on est sur un voyage potentiellement de plus de 1 mois. Et donc, en effet, pour ce couple, il faudra aussi insister sur une vaccination contre la rage parce qu'ils sont exposés de façon importante du fait du vélo et des mollets qui sont clairement à disposition des chiens errants, parce qu'ils peuvent être dans des zones reculées et donc assez loin d'un centre antirabique, et donc le recours dans les 24 heures, il peut être compliqué. Dans les zones traversées, il existe encore des cas de rage canine et dont il y a encore des transmissions à l'homme, notamment en Bolivie, avec 5 cas de décès sur rage humaine en 2021.
Il faut aussi préciser, et ça c'est vraiment important de le redire aux patients, qu'en cas de morsure ou de léchage sur le peau lésée par chien, chat, singe, mais aussi chauve-souris, les mesures immédiates que sont le lavage au savon, 15 minutes, et l'antisepsie sont primordiales et évidemment doivent être systématiquement poursuivies par une consultation en centre antirabique. Prenons l'exemple d'une famille qui part pour une expatriation de 3 ans à Cayenne. Ils ont un enfant de 2 ans. À quoi faut-il penser pour l'enfant? En dehors, évidemment, encore une fois, des recommandations du calendrier vaccinal français, du fait de leur expatriation, il faut penser à la vaccination contre la fièvre jaune, qui, en plus d'être recommandée, est obligatoire pour ce territoire de France. Pensez à la vaccination contre l'hépatite A. Pensez à la vaccination contre la rage du fait en fait de la proximité des chiens auprès des enfants. Et puis pensez, parce que ça c'est vrai qu'on peut l'oublier, à la vaccination contre la tuberculose par le BCG. Celle-ci n'étant plus obligatoire en métropole du fait d'une diminution de l'incidence de la tuberculose, elle reste recommandée en Guyane parce qu'on peut avoir quand même des taux d'incidence de 25 pour 100 000 et donc elle est intéressante à proposer pour cet enfant qui part pendant 3 ans à Cayenne. Alors prenons le cas de 2 femmes, elles ont 55 ans, elles sont sportives, elles partent faire un trek de 15 jours au Pérou. Elles ne vont faire que de la haute montagne pendant leur séjour, mais l'une d'elles refuse catégoriquement la vaccination contre la fièvre jaune. Est-ce que je dois lui contre-indiquer ce voyage? Non, pas dans ce cadre-là, parce qu'il faut savoir que les moustiques ne vivent pas au-dessus de 2 500 mètres d'altitude, en Amérique du Sud et donc par conséquent, les maladies vectorielles, notamment les arboviroses ou le paludisme, n'existent pas à cette altitude. Donc il n'y a pas nécessité de lui contre-indiquer le voyage. Par ailleurs, le Pérou, il n'y a pas d'obligation vaccinale, donc elle n'aura pas besoin de présenter de façon, spécifique son carnet jaune à l'entrée dans le territoire. Cependant, je pense que c'est important de lui poser la question de savoir où est-ce qu'elle atterrit pour s'assurer que les altitudes au niveau des aéroports ne soient pas trop basses et si c'est le cas, de s'appuyer et d'insister encore une fois sur les mesures de protection antivectorielle durant ces périodes du séjour. Autre chose en effet à préciser pour ces jeunes femmes sportives et randonneuses, alors notamment si elles ne sont pas aguerries, en général autrement elles le connaissent, c'est le risque du mal aigu des montagnes, dont le maître mot, c'est de ne pas monter trop vite, trop haut. Si jamais des symptômes apparaissent tels que céphalée, insomnie, anorexie, nausées, œdème, première chose à faire, c'est de redescendre et de s'assurer en effet que les symptômes disparaissent. Si ces symptômes disparaissent à une altitude plus basse, elles pourront retenter une montée. Pour prévenir ce mal aigu des montagnes, d'une part, il faut bien s'hydrater et des molécules peuvent être proposées en préventif, telles que l'acétazolamide ou la dexaméthasone. En tant que professionnel, où est-ce que je peux retrouver ces recommandations? Alors, les recommandations, c'est les recommandations sanitaires pour le voyageur qui sont éditées par le Haut Conseil de santé publique, réactualisées tous les ans aux alentours du printemps et elles sont tout à fait accessibles en ligne.